Bonjour à tous, Corélien, Andrea, Johan et Romain sommes 4 enseignants en activité physique adaptée. En partenariat avec l'Institut d'ingénierie de la santé d'Amiens, nous souhaitions faire cette vidéo pour vous parler du lien entre maux de dos et télétravail sur écran. Avec cette vidéo, notre objectif c'est de vous faire comprendre les enjeux derrière les maux de dos, de vous aider à identifier les facteurs de risque de maux de dos en télétravail sur écran et de proposer aux managers en charge de l'organisation du travail et aux enseignants en activité physique adaptée intervenant en entreprise des solutions concrètes basées sur la littérature scientifique pour réduire les maux de dos des travailleurs sur écran. Pour débuter, je vais essayer de vous faire comprendre l'enjeu derrière les maux de dos, que ce soit en télétravail ou de manière générale. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le télétravail ? Selon l'INRS, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être également exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ses locaux, de façon volontaire et en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Donc lorsqu'un salarié est en télétravail, il est plus souvent assis derrière un ordinateur et dans des positions pas toujours bien adaptées. Ceci va donc entraîner un risque accru d'apparition de mal de dos. Mais qu'est-ce que le mal de dos ? Les maux de dos désignent toute douleur siégeant au niveau du rachis ou à proximité de celui-ci, quelle que soit l'origine, la nature et l'intensité de la douleur. On les distingue selon le point d'origine de la douleur. On retrouve les cervicalgies, les dorsalgies et les lombalgies. Les lombalgies sont la forme la plus courante de mal de dos. Elles se situent donc au niveau des vertèbres lombaires, en bas du dos. Pourquoi est-il important pour votre entreprise d'agir face à ces maux ? Eh bien parce que si dans la majorité des cas, l'épisode de lombalgie se résout après quelques jours, il faut à tout prix agir le plus tôt possible aux côtés des salariés afin d'éviter une chronicisation. La durée moyenne des arrêts de travail causés par les lombalgies est de 2 mois. Chaque année, près de 11,5 millions de journées de travail sont perdues du fait des arrêts de travail et des maladies professionnelles liées aux lombalgies. Pour une entreprise, les coûts directs et indirects de la lombalgie sont énormes en raison de plusieurs facteurs. Arrêt de travail, perte de productivité lorsque les travailleurs restent en poste malgré leur douleur, mais aussi surcharge pour leurs collègues ou encore frais de remplacement de ses collaborateurs en arrêt. Au total, c'est plus d'1 milliard d'euros de coûts directs par an de déboursés dans les lombalgies pour la branche arrêt de travail, maladie professionnelle. Un salarié en maladie professionnelle pour lombalgie coûte à une entreprise 44 000 euros par an. Une étude menée à la suite du premier confinement a montré que 10,4% de télétravailleurs, soit en moyenne un collaborateur sur 10, qui ne présentaient pas de douleurs lombaires avant le confinement, ont eu un épisode lombalgique. Mais la prévalence des lombalgies est en fait bien plus élevée. Dans une population en âge de travailler, plus de 2 salariés sur 3 ont eu, ont ou auront une lombalgie. C'est pourquoi, dans n'importe quelle entreprise, quel que soit son type d'activité, une démarche de prévention des maux de dos doit être envisagée. Il existe différents facteurs de risque, mais retenons les plus importants qui seront ceux sur lesquels vous pouvez agir et pour lesquels vous avez le devoir d'agir même selon le Code du travail. On retrouve tout d'abord les facteurs psychosociaux. De nombreuses études font apparaître une association entre les symptômes de stress au travail et les problèmes de dos. On retrouve ensuite les positions assises prolongées et l'inactivité physique. Ces 2 facteurs sont en augmentation depuis la Covid-19. Enfin, on retrouve la mauvaise ergonomie de poste avec des personnes qui n'ont pas toujours des positions bien adaptées. La pandémie mondiale actuelle de Covid-19 n'a donc pas amélioré les choses et a au contraire entraîné une diminution de l'activité physique ainsi qu'une augmentation de la sédentarité causée par la limitation des sorties et le télétravail. On peut présumer que la prévalence des lombalgies chroniques a augmenté et va continuer d'augmenter tant que la pandémie continue, et il est donc essentiel pour votre entreprise de disposer de solutions concrètes pour limiter la survenue ou l'augmentation de mal de dos chez vos collaborateurs. Une mauvaise ergonomie du poste de travail conduit à des postures non appropriées du tronc et des membres supérieurs. Cela augmente considérablement le risque de troubles musculo-squelettiques. Ce fait n'est maintenant plus approuvé. C'est pour ces raisons notamment que l'INRS a publié des recommandations précises concernant l'aménagement du poste de travail, l'aménagement du plan de travail, ainsi que le choix du matériel. Ces recommandations, elles font maintenant office de réglementation et de normes au sein d'articles du Code du travail. Pour autant, en pratique, du fait d'une insuffisance de formation et d'une méconnaissance des risques, les travailleurs sur écran adoptent très souvent des postures néfastes à leur santé. Le risque de TMS est d'autant plus important que ces mauvaises positions sont souvent maintenues pendant de longues heures. Concrètement, que peut-on attendre d'une formation en ergonomie pour les travailleurs sur écran et les télétravailleurs ? Une enquête de l'International Archive of Occupational and Environmental Health a étudié les effets d'une formation de prévention en ergonomie sur les postures et les douleurs liées au TMS. 102 employés de bureau membres du personnel hospitalier ont été étudiés. Parmi ces employés,
plus de 95% présentent un risque modéré à élevé de TMS en raison de leur posture. Et 2/3 déclarent souffrir de douleurs lombaires et cervicales. Le groupe intervention a bénéficié d'une formation pratique en ergonomie, contrairement au groupe témoin. Cette formation, elle est répartie en 5 séances d'1h30, réparties sur 3 mois. L'enquête a montré qu'au bout de ces 3 mois, l'intensité de la douleur des enquêtés ayant signalé des atteintes lombaires et cervicales a diminué de 16% pour le groupe intervention. Ce niveau de douleur a par contre augmenté de 3% pour le groupe témoin. Toujours parmi le groupe intervention, 97% des employés présentant un risque élevé de TMS sont passés à un risque modéré, et 2/3 des employés présentant un risque modéré sont passés à un risque faible. Le niveau de risque n'a diminué de manière significative que dans le groupe intervention. Aucune diminution du niveau de risque n'a été trouvée parmi ceux du groupe témoin. Ces enquêtes, elles nous montrent que pour limiter les maux de dos, il est nécessaire que tous les travailleurs sur écran aient un poste de travail ergonomique et du matériel adapté. Mais disposer du matériel adapté n'est pas suffisant. Pour optimiser la rentabilité des investissements réalisés, les entreprises doivent accompagner ces investissements de formation en ergonomie pour leurs salariés et promouvoir l'utilisation des équipements. Merci Romain. Je vais maintenant vous parler du lien entre position assise prolongée et maux de dos. D'après vous, combien de temps est assis un télétravailleur français par jour? Bien, on va prendre en compte 2 éléments. Le temps de travail quotidien. Certains travaillent plus, mais pour simplifier, on va faire l'hypothèse que chaque télétravailleur travaille 7 heures par jour. Ensuite, on a le temps assis en dehors du temps de travail. Là, l'étude Esteban de 2014-2015 sur l'activité physique et la sédentarité nous montre qu'il y a 5 ans, environ 80% des 18-54 ans passaient plus de 3 heures par jour devant leurs écrans en dehors de leur temps de travail. Vu que ce temps sur écran est majoritairement réalisé en position assise, un télétravailleur, comme un travailleur de bureau, dépasse facilement la barre des 10 heures par jour assis hors confinement. Pendant le premier confinement, c'était pire. Une étude de Santé publique France a estimé à 5 heures ce temps moyen passé sur écran par jour en dehors du temps de travail. On voit donc que le temps total passé par un télétravailleur en position assise est considérable. Le problème, c'est que des revues de littérature scientifique ont mis en évidence le lien entre position assise prolongée et maux de dos. On peut se demander à partir de combien de temps assis risque-t-on d'avoir plus de maux de dos? Eh bien, une étude de 2019 réalisée sur 479 actifs a montré que les actifs assis pendant plus de 10 heures par jour avaient 74% de risque en plus de développer des douleurs au dos par rapport aux actifs assis moins de 10 heures par jour. Donc être assis trop longtemps, plus de 10 heures par jour, est un facteur de risque de développer des maux de dos. Maintenant qu'on le sait, existe-t-il des solutions pour réduire les maux de dos causés par la position assise prolongée lors du télétravail? Bien, pour réduire ces maux de dos, une solution très simple a été proposée, faire des pauses. Alors vous allez me dire, peut-être que ça réduira les maux de dos, mais si je conseille à mes collaborateurs de faire plus de pauses, leur productivité horaire va diminuer. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Eh bien, chez Anéal, on montrait que la réalisation de pauses de 5 minutes, pendant lesquelles les individus se levaient après 30 minutes de travail sur écran, permettait de réduire significativement les douleurs lombaires par rapport à l'absence de réalisation de pause. Surtout, cette étude a montré qu'alors qu'ils travaillaient 5 minutes de moins par heure, ces travailleurs n'avaient pas une productivité différente des autres. Donc la pause a diminué leur douleur lombaire sans affecter leur productivité. Faire des pauses fréquentes, plus ou moins toutes les 30 minutes, est donc une solution simple pour réduire les maux de dos. Le problème, c'est qu'en pratique, le travailleur ne connaît pas cet effet protecteur des pauses, qui est parfois trop occupé ou concentré dans ses tâches, pour penser à faire une pause et se lever. Pour résoudre ce problème, Davis et Hall ont testé l'efficacité de messages qui s'affichaient toutes les 30 minutes sur les écrans des collaborateurs pour leur conseiller de changer de position, passer d'une position assise à une position debout, sans forcément faire une pause. Par exemple, s'il était au téléphone, le travailleur pouvait simplement se lever et continuer son coup de téléphone, ou alors choisir de rester assis. Cette étude est vraiment intéressante parce que chaque condition testée, la condition habituelle de travail sur écran et la condition de travail sur écran avec message, a été testée pendant 1 mois directement sur les postes de travail des salariés. Grâce à ces messages, Davis et Hall ont constaté une diminution significative de l'inconfort du dos des salariés sans altération de leur productivité. On voit donc que par l'utilisation de pauses et ou simplement de changements posturaux, par exemple toutes les 30 minutes, on maintient la productivité des travailleurs sur écran en réduisant leurs problématiques de dos. Mais pour que ces pauses ou ces changements posturaux soient réalisés,
encore faut-il que l'entreprise sensibilise et permette à ses télétravailleurs de les réaliser. Si pendant longtemps, on a cru que pour traiter le mal de dos, il fallait se reposer, depuis maintenant une vingtaine d'années, il est bien établi, comme le rappelle l'assurance maladie, que contre le mal de dos, le meilleur traitement, c'est le mouvement. De son côté, la Haute Autorité de Santé nous rappelle dans une note de 2019 que l'activité physique est le traitement principal permettant une évolution favorable de la lombalgie et d'éviter une récidive. Sans entrer dans le détail des différentes activités physiques, il est établi dans la littérature scientifique que l'activité physique permet de réduire sur le dos l'intensité des douleurs et les incapacités engendrées par celles-ci. Ces bénéfices s'appliquent donc aux lombalgies chroniques non spécifiques. On entend par là une lombalgie de plus de 12 semaines sans raison spécifique. Différentes revues de littérature et essais contrôlés randomisés ont mis en évidence des diminutions significatives de douleurs lombaires grâce à la réalisation d'activités physiques, qu'il s'agisse d'exercices d'aérobie d'intensité modérée à élevée, de renforcement musculaire des membres inférieurs, du tronc et des membres supérieurs, ainsi que d'exercices de stabilisation posturale ou encore d'exercices d'étirement. C'est probablement parce que ces lombalgies non spécifiques sont multifactorielles et d'origine potentiellement différente d'un individu à l'autre que l'activité physique a un niveau de preuve scientifique élevé sur la réduction de la douleur et l'amélioration de la fonction du dos. Elle est également recommandée par la Haute Autorité de Santé en première intention dans le traitement de la lombalgie chronique. Outre ces différents effets sur les maux de dos, l'activité physique joue également un rôle sur la santé et la qualité de vie des personnes en diminuant, entre autres, le stress et l'anxiété. Rappelons que dans tous les cas, l'activité physique doit absolument être adaptée à la santé, aux capacités et aux envies de vos salariés. Pour répondre à ces besoins et permettre à vos salariés de pratiquer en sécurité, l'intervention d'un praticien en activité physique adaptée vous est recommandée. Plus communément appelé enseignant en activité physique adaptée, il s'agit d'un professionnel diplômé à minima d'une licence universitaire, donc d'un bac +3, sciences et techniques des activités physiques et sportives, parcours activité physique adaptée et santé. Romain et Corélien nous ont montré qu'agir sur le poste de travail et sur les positions de travailleurs sur écran permettait de réduire les maux de dos. Mais ils ont également souligné l'importance de la mise en place d'actions de sensibilisation et de prévention des maux de dos à l'échelle organisationnelle. Je vais maintenant vous expliquer à quel point toute entreprise, mais encore plus celles qui ont des télétravailleurs, a intérêt à intégrer la prise en compte des maux de dos dans sa culture d'entreprise. D'abord, il faut comprendre que 90% des lombalgies sont non spécifiques, c'est-à-dire que dans 90% des cas, la douleur ressentie par la personne n'est pas associée à une lésion au niveau du dos. Dans ces cas-là, d'où vient la douleur ? Eh bien, parmi les facteurs mis en évidence, les facteurs psychosociaux sont très importants. On y retrouve le stress, la peur de commettre les erreurs, la surcharge de travail et la contrainte de temps. Également, Christelle Nguyen en 2009 a mis en évidence que l'insatisfaction au travail était un facteur de chronicité des lombalgies, avec tous les coûts que cela entraîne pour la société et les entreprises. Mais alors, comment agir à l'échelle organisationnelle pour prévenir des maux de dos ? Là encore, la littérature scientifique nous offre une solution particulièrement simple et efficace. Une étude suédoise de 2015 a cherché à étudier les bénéfices d'ateliers de formation à destination des travailleurs lombalgiques et de leurs supérieurs directs. 140 employés lombalgiques et leurs 55 managers directs ont été divisés en deux groupes. Le premier groupe pouvait recourir librement à tous les soins de santé habituellement dispensés aux personnes lombalgiques, que ce soit aller voir son médecin généraliste, un kiné ou encore un enseignant d'activité physique adaptée. Dans le second groupe, en plus de pouvoir recourir à tous les soins de santé, les travailleurs lombalgiques bénéficiaient de 3 ateliers de formation de 1h à 1h30 chacun, qui leur permettaient d'adopter une vision différente sur leur lombalgie et leur donner des clés pour être en capacité de communiquer sur leur santé avec leur manager. En parallèle, les managers directs des personnes du second groupe bénéficiaient également de 2 ateliers de sensibilisation et de formation en communication pour être capables d'accompagner les salariés lombalgiques. Pour les employés, le but est de les aider à mieux gérer les obstacles dans leur travail liés à leur douleur. Pour les encadrants, l'intérêt de cette formation est de minimiser l'impact des facteurs psychosociaux liés à l'environnement de travail et de créer un environnement de soutien. Ce que cette étude a montré, c'est que la mise en place de ces formations, finalement assez rapides, apporte de nombreux avantages à la fois pour les travailleurs lombalgiques, mais aussi pour leurs entreprises. D'abord, une différence significative a été observée sur la santé perçue des travailleurs lombalgiques. Alors que ceux qui ont seulement eu recours aux soins habituels ont vu leur santé se dégrader légèrement, les travailleurs ayant bénéficié des ateliers de formation ont perçu leur santé comme s'étant significativement améliorée. Ensuite, l'étude a montré que le risque d'arrêt maladie pour cause de douleur est 2,44 fois plus grand chez les travailleurs n'ayant pas suivi les ateliers de formation.
Aussi, elle montre que le nombre de congés maladie pour douleur au dos est plus de 3 fois supérieur, avec 15,4 jours d'arrêt maladie au cours des 4 à 6 mois après l'étude pour ceux sans formation, contre 4,1 jours en moyenne pour ceux ayant bénéficié de la formation. Dernier résultat important de l'étude, aucune différence significative concernant la diminution de l'intensité de la douleur n'a été observée. On retiendra donc que si ces ateliers de formation ne permettent pas de diminuer la douleur des travailleurs, ils leur permettent à la fois d'améliorer leur qualité de vie et de les maintenir en emploi. Enfin, on voit donc que toutes les entreprises, et encore plus celles qui ont recours au télétravail, de par l'isolement que cela peut entraîner, ont intérêt à intégrer les maux de dos dans leur culture d'entreprise. Dans cette vidéo, on vous a donné des solutions concrètes pour réduire les maux de dos des télétravailleurs sur écran. Mais avant toute chose, il vous faudra évaluer l'ampleur des maux de dos dans votre entreprise. Ça tombe bien, des questionnaires scientifiquement validés comme le questionnaire d'Orebro ont été développés à cet effet. Alors, on commence ?